Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 23 mai. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale avec des invités, mais également les journalistes de la rédaction. On commence tout de suite par les titres de cette édition. Querelle au sein de la majorité de la commune de Plaisir. Jeudi dernier, le conseil municipal s'est déroulé sous tension. Plusieurs élus ont perdu leur délégation pour s'être opposés à la hausse des impôts locaux. Ils fondent un nouveau groupe, nous y reviendrons. Les lycéens seront-ils bientôt soumis au test de dépistage du cannabis? C'est ce que propose le Conseil régional d'Île-de-France et sa présidente Valérie Pécresse. Pour nous en parler ce soir, Bruno Millienne, conseiller régional Modem. Nous reviendrons également avec lui sur le revenu universel. Initiative 78, club dont il est le fondateur, propose cette semaine à Versailles un débat sur le sujet. Et enfin, cette semaine, nous vous proposons une série de reportages sur le Centre national du cinéma. Nous sommes allés à la découverte du CNC de Bois d'Arcy, où une partie du patrimoine du cinéma et de l'image animée est précieusement conservée. Et la pénurie d'essence touche aussi les Yvelinois. Désormais, plus de 10% des stations-service sont en rupture totale ou partielle d'essence en France et particulièrement dans le nord-ouest. 5 des 100 plus gros dépôts d'essence sont bloqués et 3 raffineries sont à l'arrêt dans le pays. Un blocage qui a été mis en place par les syndicats des produits chimiques et du pétrole en réaction au projet de loi de travail et à l'utilisation du gouvernement de l'article 49.3 pour le faire passer en force. Vous le voyez sur les images, il fallait se lever tôt pour avoir de l'essence aujourd'hui. Sont concernés surtout le département des Hauts-de-Seine et des Yvelines en Ile-de-France. Dans les Yvelines, au Chesnay, à la Selle-Saint-Cloud et à Rocancourt, les pompes se vident très vite et les gens sont inquiets. Nous sommes justement allés dans quelques stations-service à la rencontre des automobilistes saint-quentinois pour voir comment ils appréhendaient justement cette rupture, cette pénurie d'essence. Regardez. Je crois qu'il n'y a plus rien de contrôlé dans ce pays, alors on peut s'attendre à tout. Là, aux Antilles, on a l'habitude, donc on gère. On fait comme on peut, mais on gère, il n'y a pas de souci. Là, j'ai attendu à peu près une bonne demi-heure pour accéder à la pompe. C'est préoccupant, effectivement, donc, mais bon, il faut mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, prendre son mal en patience. Il reste encore évidemment des stations essence à 50 en Yvelines qui vous rationneront, mais attention, il ne peut pas parfois retirer autant d'essence que l'on veut. Politique à présent, un conseil municipal sous tension. Jeudi dernier, à Plaisir, plusieurs élus de la majorité ont perdu leur délégation pour s'être opposés lors d'un précédent vote à la hausse des impôts locaux. Dans le cadre de l'élaboration du budget, ils viennent de fonder un nouveau groupe. Les détails de Wilfried Richy et Fanny Bourdillon. Libre et indépendant, c'est le nom du nouveau groupe formé par 5 élus de la majorité de la droite et du centre à Plaisir lors du dernier conseil municipal. À l'origine de cette scission, un vote, celui de 2 adjointes et d'un conseiller municipal délégué qui se sont opposés à la hausse des impôts locaux lors de l'élaboration du nouveau budget. Un choix que n'a pas apprécié la maire Joséphine Coleman-Berger. Elle a donc décidé de proposer qu'ils soient démis de leurs fonctions. Quand on a une délégation d'adjoints et qu'on se met volontairement dans l'opposition, forcément, je suis obligée de prendre en tant que maire des responsabilités qui sont des responsabilités pour enlever la délégation. Je les ai gardées dans le conseil municipal. J'ai gardé cette ouverture en disant, voilà, j'espérais qu'ils soient dans la majorité avec nous. Ils ont préféré monter un groupe à part. Eh bien, écoutez, c'est pas grave, c'est la politique et voilà. Véronique Guernon, Séverine Fillou perdent leur poste d'adjointe et ne siégeront plus dans la majorité. Elles ont été rejointes par 3 autres collègues et ont décidé de former ce nouveau groupe. On se retrouve punis, exclus. Donc à partir de là, on est obligé de répondre par monter notre propre groupe. Est-ce que vous avez vu au conseil départemental, lorsqu'ils ont voté le budget, il n'a pas été voté à l'unanimité. Depuis, il y en a qui ont été expulsés, il y en a qui ont été... Non, c'est antidémocratique. Maintenant, j'affirme et j'affirmerai mes positions, mes idées, mûrement réfléchies avec le groupe que nous venons de créer au sein de ce conseil municipal du 19 mai. Nous allons continuer effectivement pour essayer d'avoir le meilleur pour notre ville et faire dire à Madame le maire attention, effectivement aux décisions que vous prenez. L'opposition déplore la situation, parle d'une attitude peu élégante et d'un manque de démocratie au sein du conseil municipal. Concernant la cause de ces tensions, donc la hausse des impôts, la maire de Plaisir affirme une nouvelle fois ne pas avoir eu d'autre solution face à la diminution des dotations de l'État. Et samedi dernier, le CHEP, le centre horticole d'enseignement et de promotion situé au Tremblay-sur-Mouldre, fêtait ses 70 ans. À cette occasion, une journée porte ouverte a été organisée. Patrick Jacques de Dixmuth s'y est rendu. Il était sur place, regardez. Rendez-vous compte, le CHEP aura formé en 70 ans plus de 18 000 diplômés. Le CHEP fête ses 70 ans.
Samedi dernier, le centre horticole d'enseignement et de promotion ouvrait ses portes au public. L'établissement est spécialisé dans la formation au métier de l'aménagement paysager, mais aussi de la protection de la nature. On dispense donc des cours en matière générale, des cours de matière générale, donc avec une approche un peu théorique. Et puis ensuite, on réalise sur le terrain donc tous les acquis théoriques. Le programme du CHEP a connu de nombreuses évolutions, se calquant sur les attentes du moment, mais aussi en anticipant les impératifs de demain. Les métiers ont énormément évolué. Nous étions au départ sur de l'horticulture, ensuite sur du paysage, aujourd'hui sur du paysage et de l'environnement. Bien sûr, nous répondons aux besoins des professionnels, mais également aux besoins de la société, où la place de l'environnement et de la protection de la nature est de plus en plus prégnante. Le centre de formation ne perd pas de vue son futur, le projet Campival qui mutualisera le CHEP et 2 autres centres de formation, mais aussi le projet d'un hébergement qui accueillera jusqu'à 1000 élèves, verront bientôt le jour. Et nous accueillons avec nous en plateau ce soir Bruno Millienne. Bonsoir à vous. Bonsoir, Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Alors nous vous invitons pour 2 sujets. Mais tout d'abord, la région Île-de-France qui a adopté donc jeudi 19 mai la proposition portée par sa présidente Valérie Pécresse, les Républicains, de financer des tests salivaires de dépistage de drogue et des éthylotests pour les lycéens franciliens afin de lutter contre les addictions. C'est une décision dont on parle beaucoup en ce moment qui fait polémique. Et elle fait polémique et c'est normal, ça je veux bien le comprendre. La drogue dans les lycées, c'est un fléau. Et il n'y a pas que dans les lycées d'ailleurs, il y a dans les collèges aussi. C'est un fléau. Il faut quand même savoir que ça a considérablement augmenté depuis 3 ans. 30% d'augmentation, c'est quand même important. 10% des lycéens, de ceux qui rentrent en seconde, fument au moins un joint par jour. Donc c'est un problème à la fois de prévention de santé publique, mais aussi de décrochage scolaire, parce que vous savez très bien que ça a quand même un petit impact sur le cerveau. Alors il n'y a pas que cette mesure-là, évidemment, et puis c'est pas fait sous la contrainte non plus, c'est sous la forme du volontariat. Nous, on a proposé un amendement que l'exécutif a bien voulu retenir, qui est aussi d'avoir recours à un mécanisme d'analyse des eaux usées des lycées. C'est ça, exactement. Mais si on revient juste sur cette décision, alors il va falloir faire des éthylotests, des dépistages, ça va coûter cher. Est-ce que c'est le moment d'investir autant d'argent Écoutez, quand on a fait le budget, on a réduit le fonctionnement, qui était trop important, mais ça c'est habituel dans la gestion socialiste, on va dire. Donc on a réduit le fonctionnement parce qu'on trouvait que c'était trop énorme, et ce qu'on a réduit dans le fonctionnement, on l'a mis dans l'investissement. Et les lycées, vous savez très bien, les lycées en Ile-de-France, c'est pas une nouveauté, ils ont été quand même malmenés pendant la dernière mandature, et même au-delà avant. Donc on essaye de travailler énormément là-dessus, non seulement dans leur amélioration au quotidien, mais aussi sur la prévention et sur le décrochage scolaire. Le décrochage scolaire, ce ne sont pas que ce qu'on a dit, les tests salivaires, etc. On va beaucoup travailler aussi sur la formation professionnelle, on va essayer de laisser aucun lycéen de côté. Si on fait ça, c'est qu'il y a un vrai problème. Il faut arrêter de se voiler la face. Moi, ce que j'apprécie au moins avec Valérie Pécresse, même si on n'est pas du même parti politique, c'est qu'elle a été élue sur un programme clair, et ce programme, elle le met en action. Alors ça gêne beaucoup nos adversaires politiques. Donc vous le disiez tout à l'heure, vous aviez proposé un recours à un mécanisme d'analyse des eaux usées afin d'établir justement un diagnostic fiable et anonyme. Voilà, de la consommation et des collèges ou des lycées. Est-ce qu'au sein du conseil régional, les gens sont plutôt d'accord avec Valérie Pécresse? Le FN parle justement d'enfumage, c'est à propos de ça. Mais ne me parlez pas du Front National. Le Front National, depuis qu'il siège au conseil régional, ils n'ont fait que s'abstenir ou voter contre. Ils ont une fois ou deux voté pour, mais franchement, ils sont là pour faire de la posture. C'est eux qui font de l'enfumage. Ils sont d'accord sur rien. Donc le Front National, pour moi, aujourd'hui, ce qu'il apporte au conseil régional, c'est à peu près rien. Alors après, il y a les positions un petit peu idéologiques et dogmatiques de la gauche que je regrette parce qu'on pourrait s'entendre. Si on fait un vrai plan d'action, et on a d'ailleurs proposé que ce soit élargi aussi en coopération avec les collèges, parce que ça commence dès le collège, c'est quand même très très inquiétant. On a quand même des élèves qui arrivent au lycée le matin à 10h sous l'emprise de l'alcool. Comment voulez-vous qu'ils réussissent leurs études? C'est pas possible. Il faut qu'on arrive à faire sauter ce tabou dont tout le monde parle depuis des années. Ça remonte pas à hier. Moi, je suis grand-père. Ça existait déjà du temps de mes enfants, donc vous imaginez, ça ne fait qu'augmenter. Il y a un moment, au moins, nous, on a mis le sujet sur la table. Alors évidemment, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser les enfants s'autodétruire comme ça. C'est pas stigmatisé, peut-être les lycéens mettent ça en avant, ils disent qu'ils sont stigmatisés vis-à-vis de ça après, que ça va être peut-être par la suite dangereux pour la suite de leurs études. Mais non, mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, on ne stigmatise pas les lycéens. On a des études très précises. Vous pouvez vous les procurer. J'ai plus les courbes en tête, très sincèrement. Mais on a des études précises à partir de quand ça commence. Il y a déjà des prises
d'alcool et de drogue dès la 6e et dès la 5e. Donc ce n'est pas stigmatiser les lycéens. Si on propose un élargissement coopératif au département francilien aussi sur cette action-là, c'est parce qu'on veut prendre ce problème vraiment à la source. Il faut l'éradiquer. Moi, je vais vous dire un truc. Je fais un truc qui n'est pas bien. Moi, je suis fumeur. Si à l'époque où j'étais au lycée, la loi E20 avait existé, bah, peut-être que je n'aurais jamais fumé. Voilà. Donc il faut quand même qu'on ait une action là-dessus. Après, c'est sur le volontariat. On ne met pas un pistolet sur la tempe des gens. Le coût de l'analyse des eaux usées, ça c'est important parce que ça va nous permettre de pouvoir faire le focus sur certains lycées où il y a vraiment des traces importantes, à la fois de molécules d'alcool, on va dire, ou de molécules de THC ou de drogue ou de cannabis. Donc on pourra cibler aussi les actions. Si justement donc, cette proposition est adoptée, est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle sera effective ? Ah mais elle a été adoptée puisqu'on l'a votée en plénière la semaine dernière. Ben après, il faut que ça se mette en place. Il faut qu'on ait le retour des proviseurs. Je sais qu'il y a une partie du corps enseignant qui est plutôt favorable à cette mesure parce qu'eux aussi se sentent un peu démunis, un peu abandonnés par l'État, pour être honnête, par rapport à ça, parce que ces trafics de drogue, on les voit aux abords des lycées et qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Donc ils veulent aussi, eux, être en mesure de pouvoir agir de l'intérieur. Vous avez consulté justement le corps enseignant par rapport à ça ? Oui, ça a été, on a consulté le rectorat, on a consulté des proviseurs d'établissement et tous nous disent qu'il y a un problème. C'est donc un moyen de prévention sera le seul, il y en aura certainement d'autres qui vont... Ah mais on ne va pas abandonner les autres. Quand la gauche hurle au scandale en disant on abandonne toutes les associations qui font de la prévention autour de la drogue et autour de l'alcool, c'est pas vrai, on n'abandonne personne. C'est un moyen de prévention supplémentaire. Et c'est aussi, pour nous, l'occasion de mettre le doigt sur un vrai problème que tout le monde cache pour l'instant alors qu'il est connu de tous. Vous êtes également invité pour parler d'un second sujet qu'on va aborder car notre temps est compté, donc pour parler du revenu universel. Alors voilà pourquoi on parle en ce moment du revenu universel. Au mois d'avril, un rapport a été remis au Premier ministre par le député Christophe Sirugue. Il défendait la création d'un revenu minimum de 400 € distribué à toutes les personnes en situation de précarité. La Fondation Jean Jaurès, qui est proche du PS aussi, va dans ce sens. Et c'est justement un sujet que vous abordez au sein de Initiative 78 lors d'un dîner-débat le 26 mai à Versailles. C'est important aujourd'hui de parler du revenu universel ? Alors c'est important parce que je pense qu'on a souvent reproché aux hommes politiques et aux femmes politiques de ne pas anticiper les problèmes. Avant la Fondation Jean Jaurès et avant le député, il y avait eu un rapport du Conseil national du numérique qui a été en plus, on va dire, entériné par le MIT à Cambridge, qui fait état d'un grand nombre de suppressions d'emplois d'ici à 2050 avec le développement de l'intelligence artificielle et de la robotisation. Alors je vais vous donner des chiffres qui font peur, mais si on le prend à temps, ça peut s'anticiper. On parle de 3 millions de suppressions d'emplois d'ici à 2050 en France. Donc il va falloir qu'on repense un petit peu notre système de protection sociale et le revenu minimum d'existence ou revenu minimum universel ou revenu minimum de base, appelons ça comme on veut, hein, il y a différentes façons de le nommer. L'idée, c'est de se dire, on va arrêter toutes les aides qu'on fait qui sont comme ça données à droite, à gauche, et on va en donner une seule, mais pour tout le monde, de la naissance à la mort. Voilà. Ça va venir remplacer les allocations familiales, ça va venir remplacer pas mal de choses. Il n'y aura que cette aide-là. C'est suffisamment important pour que les gens puissent vivre. On parle de 750 €. Oui, c'est la bonne moyenne, 750 €. C'est la bonne moyenne. Bon, pour qu'ils puissent vivre et suffisamment pas trop haut pour que ce ne soit pas incitatif à travailler. Voilà. Donc c'est un peu une idée, ça simplifierait les choses. Alors ça s'articule aussi avec l'impôt à la source, la fin du foyer fiscal, parce que vous êtes obligé de prélever les impôts là pour chaque individu. Ça veut dire aussi revoir le barème d'imposition, non pas à la hausse, mais créer de nouvelles tranches. Parce que bien sûr, les plus riches continueront à payer les impôts, évidemment. Bien sûr. Donc on va débattre de tout ça jeudi, c'est important. D'ailleurs, il y a des gens assez importants qui viennent, puisqu'il y aura Frédéric Lefebvre, qui est député Les Républicains, qui porte fort ce sujet en France. Qui est déjà intervenu en avril justement à ce propos. Voilà, il y aura également Benoît Hamon qui vient, le député de Trappes. Il y aura Pascal Luciani-Boyer, qui est une femme qui travaille au Conseil national du numérique et qui fait partie des gens qui ont remis le rapport au gouvernement sur cette perte d'emploi. Puis deux personnages assez intéressants. François-Xavier Oliveau, qui est le patron de l'association pour l'instauration du revenu d'existence. Et enfin, Éric Verhaeghe, qui est écrivain, qui est l'ancien président de l'APEC et aussi un ancien administrateur de la Sécurité sociale. Donc, il y a d'autres politiques justement qui parlent donc, voilà, du revenu universel, qui mettent en place. Ce serait une simplification aussi administrative. C'est vrai que c'est un problème. On va gagner de l'argent en termes de gestion de tout ça. Oui. Mais est-ce que ça semble demain, peut-être, ou même dans 10 ans, amener ça en France
quelque chose qui semble compliqué quand même, vu justement nos Quand on problèmes le dit comme ça, administratifs. ça paraît utopique, mais il y a déjà des pays qui le mettent en œuvre dans les pays du Nord. Alors à chaque fois, je me trompe, je ne sais jamais si c'est la Finlande ou le Danemark. La Finlande qui C'est la envisage de Finlande, mettre ce voilà. dispositif en C'est place, fait. mais novembre C'est 2016. déjà en test. C'est déjà en test. Les Pays-Bas envisagent de le faire. Il y a un pays d'Amérique latine qui le fait. En Inde, ils commencent à le faire. Tous les pays commencent à s'intéresser à ça. D'abord parce que c'est une simplification extraordinaire de toutes les allocations qu'on peut verser. Et puis c'est une simplification de l'impôt, revenu à la source, avec des tranches qui commencent à 2-3% pour aller jusqu'à, je ne sais plus combien on est aujourd'hui, 41, peut-être qu'on pourra descendre un petit peu, ce qui ne se fera pas de mal pour ceux qui en payent beaucoup. Mais voilà, c'est une idée. En tout cas, il ne faut pas la laisser de côté. Il faut en débattre et voir si elle est réalisable. Beaucoup pensent qu'elle l'est. Beaucoup d'économistes pensent qu'elle l'est. Est-ce que justement, on voit que c'est plutôt dans les pays du Nord que ça commence à émerger? Est-ce que la France est prête pour ça, qu'on voit ce que soulèvent les contestations pour le projet de loi travail? Oui, mais il y a un moment, je veux dire, la France ne peut pas rester à la traîne de tout, quoi. On a été le pays des Lumières, on a été le pays phare de l'Europe pendant des siècles et des siècles. Et là, on est à la traîne de toutes les bonnes idées depuis 40 ans. Donc il faudrait que ça change. Si on pouvait s'emparer d'un sujet au moins et faire partie du peloton de tête, ce serait pas mal. Tout le monde, justement, si les gens sont intéressés par le débat sur le revenu universel. Ah oui, il reste encore quelques places. Alors, il reste encore quelques places. Il faut que vous alliez sur le site d'Initiative 78. Je crois que c'est initiative78.com. Il y a un lien. Vous vous inscrivez. Et puis, vous venez nous rejoindre. Il n'y a aucun problème. Les micros seront ouverts pour tout le monde. Alors, voilà, si le revenu universel, c'est une problématique qui vous intéresse, le débat est proposé par Initiative 78. Ce sera jeudi 26 mai au bistrot du Boucher à Versailles. Merci beaucoup, Bruno Niel, d'être venu sur notre plateau. Et comme chaque lundi, nous allons parler culture. Nous ouvrons une page culture avec Sephora Namani. Sephora qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir à vous. Vous venez nous présenter aujourd'hui Pascal Amoyel. Est-ce que je le prononce bien? Oui, tout à fait. Il offrait un spectacle samedi soir à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois. Oui, Pascal Amoyel, c'est ce pianiste virtuose que vous entendez aussi bien sur France Inter, France Musique, Radio France et Radio Classique. Il faut savoir que c'est très tôt qu'il a montré des aptitudes pour l'improvisation au clavier, sans même pour autant l'avoir étudié. On l'écoute. Quand j'avais une dizaine d'années, j'étais en train de faire mes gammes chez moi et c'est la gardienne de mon immeuble qui est venue frapper à ma porte et qui m'a dit « Je t'entends jouer du piano. Sais-tu que dans le même immeuble, il y avait un grand pianiste qui s'appelait Georges Xifra et qui vient juste de déménager. Il a ouvert une fondation pour les jeunes à Senlis et tu devrais peut-être aller le voir et c'est peut-être ton destin. » Alors cette rencontre, elle est vraiment déterminante dans la vie de Pascal Amoyel, car Georgi Xifra représentera pour lui toute sa vie un mentor. D'ailleurs, dès son plus jeune âge, Pascal Amoyel suit Xifra aussi bien en France et en Hongrie, tout en exécutant parallèlement un parcours musical rigoureux. Dès 10 ans, il commence ses études à l'École normale de musique de Paris. Il en sortira avec une licence de concert et entrera derrière au Conservatoire national supérieur de musique et de danse, où il obtient en 92 un premier prix de piano, puis même un premier prix de musique de chambre. Et même le premier prix du concours international des jeunes pianistes de Paris. C'est d'ailleurs pour lui le début d'une carrière internationale qui l'amène à se produire en récital sur les plus grandes scènes du monde. Alors la Philharmonie de Berlin, la Cité de la Musique, la salle Pleyel à Paris, aux États-Unis, en Russie, avec l'Orchestre symphonique d'État de Moscou également, ou encore en Chine ou au Japon. Et en 2005, pour Pascal Amoyel, c'est vraiment la révélation au grand public en remportant une victoire de la musique dans la catégorie révélation soliste instrumentale. Et son palmarès ne s'arrête pas là. En 2007, son enregistrement Harmonies poétiques et religieuses de Liszt a été élu par la chaîne Arte parmi les 5 meilleurs disques de l'année. En 2009, son interprétation des funérailles de Liszt est sélectionnée par le magazine Classica comme l'une des 4 références historiques, donc vraiment ce n'est pas rien. Et enfin en 2010, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Chopin, un grand prix du disque décerné tous les 5 ans par la prestigieuse société Frédéric Chopin à Varsovie pour son intégrale des Nocturnes de Chopin. Donc c'est véritablement un virtuose contemporain et il est moderne aussi parce qu'il s'investit dans la création de formes nouvelles de concert. Tout à fait. Alors, après le concert théâtral qu'il avait créé Bloc 15 ou la musique en résistance, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une adaptation pour France Télévisions, il a créé pour le Festival de musique de la Chaise-Dieu en 2010, quand même qu'il a représenté le ministre de la Culture de l'époque, Frédéric Mitterrand, et la petite-fille de célèbre pianiste hongrois, Isabelle Xifra. Donc, l'incroyable destinée de Georgi Xifra, ou le pianiste aux 50 doigts, un hommage donc à son mentor, cet enfant des bidonvilles du cirque de Budapest, devenu soldat hongrois en résistance, prisonnier chez les Russes, envoyé en camp d'internement, et puis qu'on connaît par la suite, pianiste virtuose dans les bars de Budapest dès 1947 avec la carrière internationale. Et donc, pendant tout le spectacle, il va raconter l'histoire incroyable de ce virtuose.
C'est un spectacle que j'ai créé en 2010 au Festival de la Chaise-Dieu, qu'a créé Georgi Xifra. Et on m'avait demandé de faire un hommage à cet homme, et je me suis pris un peu au jeu d'un spectacle musical, pas simplement d'un récit. Donc c'est vraiment un spectacle. J'ai pris des cours de comédie avec un acteur, avec Christian Fromont notamment, qui est le metteur en scène du spectacle. Et voilà, ça a donné une forme inédite. Et je suis très très heureux de pouvoir donner ce spectacle à la fois dans des lieux, dans des festivals de musique, mais aussi dans des lieux où il n'y a pas forcément de musique classique, comme au Festival d'Avignon, ou au Théâtre Turan-Lag, etc. Alors pourquoi justement avoir pensé à un concert théâtral? Alors selon lui, ça lui permet justement de partager davantage la musique classique, de casser les codes qui peuvent peut-être en décourager certains, de la rendre plus accessible, et ça lui permet également d'intégrer des lieux dans lesquels on n'attend pas forcément la musique, comme des théâtres. Il a joué à guichet fermé au Théâtre du Ranelagh à Paris, ou même des festivals comme celui d'Avignon. La machine va trop vite. Je dois freiner. Il faut que je freine. Il faut que je saute. Il faut que je saute. Tous les pianistes n'ont que 10 doigts. Ici se produit le pianiste aux 50 doigts. Il a vraiment à cœur de partager cette passion, raison pour laquelle il est d'ailleurs aujourd'hui professeur de piano et d'improvisation au Conservatoire de Rueil-Malmaison pour s'investir auprès du plus jeune public. Et pour ceux qui souhaiteraient le retrouver dans un exercice similaire, il a créé fin 2015 un deuxième spectacle, le jour où j'ai rencontré Franz Liszt. Mon cher Frédéric Chopin, moi je suis en train de vaincre le piano, vous le faites chanter. Il faut savoir que la notoriété de Franz Liszt était telle qu'à côté, Elvis Presley ou les Rolling Stones ne feraient pas le figure. Franz n'est pas heureux dans cette vie de pianiste. À 15 ans, il va dire à sa mère qu'il veut abandonner le piano. Il se sent peu à peu aspiré par le silence. Et donc tous ces effets sont là pour prolonger un petit peu toute la poésie et même le roman qu'a été sa vie. Et vous pouvez retrouver toutes les dates de la tournée internationale de l'artiste sur son site à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup Sephora de nous avoir dressé le portrait de celui qui s'est vu décerner en 2012 le prix Jean-Pierre Bloch de la LICRA récompensant un artiste et son œuvre dans son rapport aux droits de l'homme. Il a été nommé chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques de 2014. On vous retrouve mercredi dans le kiosque. Tout à fait, et on parlera du Festival des Clés du Cinéma, Festival des Clés sous bois. Et bien justement, on va rester dans le cinéma. Maintenant, le premier reportage d'une série que nous allons vous proposer tout au long de cette semaine. Nous sommes allés à la découverte du CNC de Bois d'Arcy. Une partie du patrimoine du cinéma et de l'image animée est entreposée dans cet ancien fort où plus de 80 personnes travaillent chaque jour à la collecte, la conservation, l'inventaire ou la restauration de films. Découverte des lieux avec Béatrice Depastre, directrice des collections William L. et Guillaume Le Square. Bien à l'abri dans leur boîte, ici, sur ces étagères, ces pellicules sont les témoins de l'histoire du cinéma. En tout, ce sont plus d'1 million de bobines entreposées sur les 2 sites du CNC de Bois d'Arcy et du Fort de Saint-Cyr, un patrimoine inventorié, restauré et conservé par le CNC. La direction du patrimoine du Centre national du cinéma et de l'image animée a différentes missions. D'abord, la conservation des collections films qui lui sont confiées dans le cadre de dépôts volontaires, c'est-à-dire des producteurs, des collectionneurs, des laboratoires qui lui ont confié des supports filmiques. Donc ces collections confiées vont être inventoriées, vont être surveillées, conservées dans de bonnes conditions. Sur ce site de 5 hectares, les bobines sont numérisées, restaurées et classées par support. Avec 3 grands silos de stockage pour les supports dits de sécurité, les films sont conservés à une température moyenne de 10 degrés et un taux d'humidité de 35 à 45%. Le principe d'un centre d'archives, c'est effectivement de pouvoir accueillir toutes les expressions, on va dire, du cinéma. Donc on a des films même d'avant le début du cinéma. On est dans une salle de conservation des films sur support de sécurité, c'est-à-dire sur un support acétate, diacétate ou polyester.
c'est la pellicule qui est aujourd'hui le support de conservation même du numérique, étant donné qu'on ne sait pas conserver de façon pérenne le numérique. Aujourd'hui, la pellicule polyester a une durée de vie d'à peu près 300 ans. Ce que vous avez dans votre caméra, a priori, cette cassette, sa durée de vie, elle est peut-être de 5-6 ans. Dans d'autres espaces sont conservés les films les plus anciens sur un support en nitrate, une matière hautement combustible qui nécessite une conservation toute particulière. Là, on est à peu près entre 10 et 12 degrés et puis un taux d'humidité un peu plus élevé. Donc voilà ce qui nécessite des bâtiments un petit peu différents. On va aller voir l'intérieur d'une cellule. Ce sont parfois des trésors inestimables que l'on peut trouver dans ces cellules, des trésors qui ont parfois plus d'une centaine d'années, comme ce film de 70 mm des frères Lumière tourné lors de l'exposition universelle. Alors les perforations sont un petit peu abîmées, mais à part ça, l'image et le support sont encore dans un état exceptionnel. Donc voilà, ce film a 116 ans. La collection nitrate représente environ un tiers de la totalité des pellicules conservées au CNC, des bobines surveillées et sauvegardées, un véritable travail de fourmi car le patrimoine du CNC ne s'arrête pas seulement au cinéma. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez Mickaël Elmidero pour le 7-8 Sport. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite donc une excellente soirée.